Revanche du sol sur le sous-sol. Quels sont les préalables pour y parvenir? Quelles sont les réformes qui doivent être menées pour arriver à la diversification de l'économie congolaise? Débat au féminin. On parle ce samedi avec Madame Annie Mombunza Libokolo, députée nationale honoraire. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h. Bienvenue dans ce nouveau numéro du débat au féminin. Merci à vous de choisir le magazine de la femme sur Top Congo FM et merci à vous qui nous suivez également sur notre chaîne YouTube, la chaîne YouTube de Top Congo FM. C'est toujours un plaisir de voir vos commentaires, de voir le retour par rapport aux différents numéros que vous nous présentons. Et nous revenons aujourd'hui avec un autre sujet, un autre numéro du débat au féminin. Aujourd'hui, nous allons parler diversification de l'économie congolaise. De plus en plus, on entend parler de cette diversification. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par cela? Qu'est-ce qu'il faut faire pour parvenir à cette diversification? Est-ce que le pays remplit toutes les conditions pour en arriver là? Nous allons en parler avec notre invitée sur ce plateau, Madame Annie Mombunza. Elle est députée nationale honoraire de la législature de 2011 à 2018 et de 2018 à 2023. Élue de Boudjala, ancienne secrétaire générale du réseau de l'Alliance parlementaire de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la CEAC. Elle est initiatrice de la proposition de loi sur élevage, plusieurs casquettes, promotrice d'une école. Bienvenue dans ce studio, madame. Merci beaucoup, Madame Mamiti. Alors, diversification de l'économie congolaise. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Quand on parle diversification, c'est-à-dire plusieurs, aller dans plusieurs axes. Ça veut dire l'économie aujourd'hui est orientée sur combien d'axes? Et quand on parle diversification, on doit aller sur combien d'axes qu'on doit rajouter? Merci encore, Madame Mami. Je commence d'abord par vous remercier, la Radio Top Congo, et avec toute votre équipe, de pouvoir me donner cette opportunité de parler devant le public, parce que ça fait longtemps que je ne parlais plus, depuis que je ne suis plus au Parlement. Mais bon, je voudrais directement entrer par la diversification de l'économie congolaise. C'est simple. C'est lorsqu'on dote les pays avec une capacité pour que tous les secteurs de vie nationale puissent être productifs, n'est-ce pas? Donc là, je fais allusion au secteur de l'agriculture, pêche et élevage, tourisme, la technologie, culture et art, artisanat, ainsi de suite. Donc même le ministère du développement rural. Donc tout ça, ça fait partie des ministères qui doivent travailler pour diversifier l'économie nationale de notre pays. Donc voilà. Est-ce que tous ces ministères-là que vous citez, vous venez du Parlement, est-ce que ces ministères-là reçoivent suffisamment de financement pour atteindre cet objectif de rendre leur ministère producteur de recettes? Oui, mais le problème, ils se plaignent chaque fois qu'ils ne reçoivent pas le moyen conséquent pour pouvoir atteindre les objectifs. Pendant plus de 10 ans que j'étais au Parlement, c'était ça leur plainte. On ne donne pas le moyen suffisamment. Or, quand je regarde les accords que le pays a signés à Maputo, renouvelés à Malabo, donc lorsque le pays s'engage, il doit s'assumer, il doit comprendre que l'engagement, c'est quelque chose qu'on doit respecter. Le pays a signé à Malabo de pouvoir allouer 10% du budget national au ministère de l'Agriculture. Vous voyez, là je peux même vous donner l'exemple excusez-moi, voilà. Je peux donner l'exemple, par exemple, du programme qu'a présenté Madame Souminois. C'est 92 quelques milliards de dollars pendant un quinquennat. Donc, si on prend seulement les 10% de ces chiffres, on met à l'agriculture. Allez-y comprendre ce que ça peut donner. Le problème, c'est le respect des
engagements, respect de la parole. Donc, si le pays arrivait à honorer l'engagement, en tout cas, ça peut être simple. C'est simple. Pour que tous ces secteurs vitaux, tous ces secteurs qui donnent la vie aux Congolais puissent travailler et répondre aux besoins réels de la population. Donc, voilà le problème. Mais est-ce que les acteurs placés à la tête de ces ministères comprennent eux-mêmes la force des ministères qu'ils occupent? Je crois qu'ils sont arrivés là, c'est pas au hasard. Ce n'est pas par hasard qu'ils sont là, n'est-ce pas? Donc, ils sont arrivés là parce que on a vu leur cursus, on a regardé leur savoir, on a vu leur volonté. Parce que moi, j'essaie dans les autres pays sérieux, si on veut donner des responsabilités quelconques à une personne, on voit tout ça. Donc, on tient compte de ce que la personne... De son parcours, de son histoire. De son histoire, de son savoir, de son courage, de son esprit managérial. Donc, tout ça, c'est un ensemble, je peux dire. Et moi, je pense que les décideurs ont regardé tous ces profils et leur ont donné plutôt les responsabilités. Je crois que ce sont des hommes, des dames capables quand même de répondre à cette exigence. Et qu'est-ce que la RDC doit faire finalement pour diversifier cette économie? Pour diversifier l'économie, moi je crois l'État doit investir. L'État doit mettre le moyen conséquent au ministère de l'Agriculture, Pêche et Élevage. Seulement? Je commence par là. Je commence par là. Pourquoi? Parce que, vous savez, toute notre économie est tournée vers le minerai. Alors, logiquement, les minéraux nous prennent les devises. Le minerai ne crée pas de l'emploi. Les minéraux ne nous mettent pas vraiment en sécurité. Tandis que les secteurs agricoles créent de l'emploi. Les secteurs agricoles produisent suffisamment et donnent au pays l'autosuffisance alimentaire que les minerais n'apportent pas. Que les minerais ne donnent pas. Voilà. Donc, moi, je crois qu'il faut que l'État investisse dans les secteurs agricoles. Donc là, ça peut nous amener à cette diversification. À cette diversification de l'économie nationale. Voilà. En dehors du ministère de l'Agriculture, l'élevage, pêche, quel autre secteur doit bénéficier d'un regard particulier du gouvernement? Moi, je crois déjà, je peux dire les secteurs de l'habitat, par exemple. Je peux encore... Vous aviez parlé également du tourisme. Du tourisme, voilà. Le tourisme, ça peut aussi procurer le moyen au pays. Les secteurs... la culture. La culture et art, par exemple. Donc tout ça, il faut que l'État puisse mettre le moyen pour que finalement notre économie soit diversifiée pour que ça ne reste pas comme un simple slogan. Voilà. Et si on doit aller dans ce domaine de l'agriculture, oui, pour parler seulement de l'agriculture, on dit que la RDC a beaucoup de terres arables qui ne sont pas exploitées comme il faut. Qu'est-ce qui manque finalement pour que le secteur agricole puisse décoller? Pourquoi ce secteur ne décolle pas en République démocratique du Congo? Déjà, moi je crois que c'est une interpellation à notre gouvernement. Parce qu'avec 80 millions de terres arables que nous avons dans le pays,
si l'État mettait du sérieux dans ces secteurs, en tout cas, ça allait vraiment booster l'économie de notre pays. Mais hélas, depuis l'époque coloniale jusqu'à ces jours, je vous dis, ce secteur a été abandonné. Hein? Si vous allez ailleurs, vous allez voir comment les autres font des efforts. Par exemple, ils ont des bateaux de pêche. Ailleurs, vous trouverez le pays qui ont des bateaux de pêche. Mais chez nous... Mais est-ce que c'est normal que la RDC, avec tout le réseau hydraulique qu'il a, hydrographique, pardon, qu'il a, qui ne puisse pas avoir un seul bateau de pêche du gouvernement congolais? Ben c'est ce qui étonne. C'est ce qui étonne. On n'ait aucune entreprise nationale qui transforme ce que nous produisons. Par exemple, une entreprise nationale qui produit, par exemple, de l'huile de palme, une entreprise nationale qui produit de l'huile de palme avec tous ses dérivés, une entreprise nationale qui nous produise du jus de fruits, voilà, avec tout ce que nous avons comme production de fruits à l'équateur, ici dans le Congo central. Pourquoi jusqu'à ce jour, on n'en arrive pas là? Mais déjà, au départ, comment on peut en avoir pendant qu'on ne produit pas suffisamment? Nous avons le problème qui freine l'épanouissement de notre pays, c'est quoi? C'est d'abord désenclaver le pays par des routes dont l'État doit faire les politiques publiques, n'est-ce pas? Ça va encourager le jeune gens, ça va encourager même les investisseurs internationaux, donc les investisseurs étrangers, de venir mettre leurs capitaux dans le pays. Mais hélas, l'État n'avait pas mis son attention dans les secteurs agricoles. Comment on peut transformer les produits pendant qu'on ne produit pas suffisamment? On ne produit pas suffisamment, pourquoi? Les gens sont découragés, ils produisent, mais ils ne peuvent pas évacuer par manque des routes, des dessertes agricoles. Ils ne peuvent pas transformer parce qu'il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas d'eau. Or, c'est ça, c'est raison pour laquelle nous interpellons notre gouvernement de pouvoir. Tout doit se faire en chaîne alors. Pour arriver, tout doit se faire en chaîne. Donc, tous ces préalables doivent être pris en compte pour que finalement nous arrivions à cette diversification de l'économie nationale. Mais si on ne tient pas compte, moi je crois que ça va rester un simple slogan. Ça va rester un simple slogan. Mais bon, là je reste positive. Comme j'avais dit l'autre fois dans une émission, déjà j'ai appris par les journaux que notre pays avait commandé en Égypte 5 bateaux de pêche qui ne sont pas encore arrivés. Mais on commande. Il faut aussi investir dans le capital humain. Là, il s'agit des Congolais. Vous achetez le bateau, mais qui vont... Ils vont gérer. Est-ce que ce sera encore les Égyptiens? Parce que souvent, ça vient et puis c'est mis... Oh, nous sommes en train de lutter pour chasser les chômages dans notre pays. Nous sommes en train de lutter pour que les fils du pays, les fils et filles du pays puissent avoir de l'emploi. Mais lorsque l'État ne le forme pas, lorsque l'État ne met pas le moyen conséquent pour que l'homme congolais soit au centre de son développement, ça va être compliqué. Les bateaux vont venir. Est-ce que les gens qui vont travailler dans ces bateaux, ils sont déjà formés? Et quels sont ces gens-là qui sont déjà formés? Parce que les pays ne se limitent pas seulement ici à Kinshasa. Moi, je vous dis, j'étais 2 fois élu de l'intérieur du pays, mais je me disais, mais comment ces villages pourraient être un jour développés?
Je me pose la question. Nous avons comment on dit, une démographie de plus de 100 millions de personnes. L'État peut profiter de ça aussi parce que ça constitue aussi une richesse du pays. Une des richesses du pays. L'État doit profiter de ça en formant ses citoyens, en Chine. Est-ce que l'on ne doit pas également revoir le programme au niveau de l'éducation nationale? Parce que je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'écoles qui forment les travailleurs de la terre. Justement, quand on dit la diversification de l'économie, même le ministère de l'Éducation nationale, de l'Éducation fait partie. L'ESU également. L'ESU également. Quel cadre que les universités offrent au pays? Quel cadre? Cela ne part pas des familles déjà, où l'on ne voit pas son enfant s'orienter vers ça. Ça vient de très loin. C'est pas déjà... Le problème ne se situe pas déjà au niveau de ce que l'on pense de ce travail lié à la terre, au secteur agricole. C'est pas déjà qu'on trouve que ce sont des travaux dévalorisants. Mais c'est pourquoi j'ai dit il faut des réformes, parce que j'étais par exemple au Chili. J'ai vu là-bas l'agriculture, c'est quelque chose d'inné, c'est inné. C'est-à-dire, l'enfant naît dans ça, il grandit dans ça, il meurt dans ça. Ça veut dire qu'il y a des modèles qui ont excellé dans l'agriculture et qui se sont épanouis. Mais au Congo, qui nous servent de modèle dans ce secteur-là, que l'on peut citer en exemple pour que les parents puissent se dire, bon, que mon enfant s'oriente dans ces filières-là, puisque voilà, il y a telle personne qui a commencé et qui est devenu grand en travaillant dans ce secteur-là. C'est pas ce modèle qui manque pour pousser justement les familles à orienter les enfants dans ces filières qui existent dans quelques écoles, malheureusement. Madame Mamie, les problèmes viennent de très loin. J'ai la chair de poule parfois quand vous me posez ces genres de questions, puisque je me dis, il y a 30 ans passés, on connaissait le riche dont leurs richesses sont venues de l'agriculture. Je prends l'exemple de Feu Papa Bemba Saolona. Le café. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on en a encore? Est-ce qu'on en a? Pourquoi on n'en a plus? On n'a pas perpétué l'œuvre. L'État n'a pas pu faire les politiques publiques. Vous pouvez avoir le moyen, même les investisseurs étrangers peuvent venir avec leurs capitaux pour investir. Ils veulent aller, par exemple, à l'intérieur, par exemple, à Boudjala, chez moi. Il va investir là-bas, mais par quel moyen il va évacuer ses productions? Par quel moyen? Il n'y a pas de route, ma chère mamie. En dehors de ça, mais si il veut, parce qu'il s'agit aussi de conserver ce que nous produisons plutôt. Nous n'avons pas d'industrie. Comment on va conserver? Et si on veut transformer pour assurer d'abord l'autosuffisance alimentaire et ensuite exporter. Mais par quel moyen on va le faire? Raison pour laquelle nous interpellons, vous et moi, parce que c'est vous qui m'avez invité et vous me lancez des questions parce que ça préoccupe la société. L'État doit mener des politiques publiques. Il faut distribuer de l'énergie sur toute l'étendue de la RDC. Ça va pas être nécessaire pour un villageois de quitter par exemple Likimi, mon village, pour venir ici à Kinshasa pour pouvoir transformer par exemple le maïs qu'il a produit là-bas. Ça veut dire qu'on doit avoir des minoteries un peu partout. Justement, mais le pays est immense, le pays est grand. Ce n'est pas parce qu'on voit le courant ici à Kinshasa qu'on va dire que merci au gouvernement. Aujourd'hui, nous avons l'électricité 24 heures sur 24. Mais il faut jeter un coup d'œil dans nos villages. Comment vivent le villageois? Comment vivent les cultivateurs? Comment vivent un éleveur? Est-ce que l'éleveur a la possibilité de faire le sac transhumance calmement? Aujourd'hui, tout ça, ce sont des questions que le gouvernement
doit se poser pour pouvoir atteindre l'objectif qui est la diversification de l'économie nationale. Mais moi, je reste positive. Je me préoccupe, mais je reste toujours positive parce que nous avons en face de nous quand même les hommes et dames de volonté. Que faut-il? Encore les états généraux de l'agriculture si ça n'a pas encore eu lieu? Ben écoutez, l'agriculture seule ne suffit pas. Nous avons aussi le ministère des commerces extérieurs. Nous avons le ministère de l'économie, par exemple. Là, je mets l'accent dessus. Nous avons aujourd'hui son Excellence, le ministre de l'économie, le professeur Mokoko Samba. Voilà, quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de considération. Mais ils doivent travailler avec son collègue des ministères des commerces extérieurs, voir quelles sont les réformes à mener à l'État congolais pour que nous arrivions à cette diversification réelle dans notre pays. Et moi, j'aimerais bien que vous les invitiez aussi à l'avenir pour qu'ils puissent quand même donner aussi leur plan d'action, leur projet pour que finalement le peuple congolais se retrouve. Est-ce qu'il existe une politique de l'agriculture, une politique de l'élevage, une politique dans le secteur du tourisme que les ministères suivent pour finalement atteindre cet objectif de la diversification? Est-ce que les politiques ont déjà été définies ou sont en train d'être définies? Maman, déjà, dans les secteurs, je prends comme un exemple les secteurs de l'élevage. Depuis tous les temps, l'époque coloniale, ce secteur n'a jamais été doté d'un instrument juridique. Pas légiféré. Pas légiféré. Depuis toujours, je vous dis. Dieu merci, je l'ai fait le mandat passé, mais qui n'a pas, jusque-là, ça continue à flotter. On n'a pas encore fini toutes les procédures pour que la loi a été acceptée. La loi a été acceptée au niveau de l'Assemblée nationale. Mais non, c'est au niveau du Sénat. Alors que... Qu'est-ce qui garantit que ça sera... On va continuer? Le problème, ma chère mamie, nos dirigeants doivent baisser un peu leur cœur. Qu'ils travaillent pour l'intérêt national. J'ai fait plus de 10 ans dans le Parlement, mais si je vous dis, beaucoup des textes que nous avions produits là-bas, c'est toujours dans le sens des ratifications. Et vous savez, quand on ratifie, on fait la volonté de la personne, de l'initiateur. On fait la volonté de l'initiateur. Alors que nous devrions avoir nos propres lois, les lois qui sécurisent l'intérêt national, l'intérêt du peuple congolais, notamment la loi sur l'élevage, la loi sur l'aquaculture, pêche. La loi sur l'agriculture existe déjà. La loi sur l'agriculture existe, mais c'est déjà... Dépassé? Dépassé, on devait actualiser. On devait l'actualiser. Donc, on était à ce niveau-là. Je ne sais pas si à cette législature, ça va être priorité. Donc, à vous entendre, maman, il y a plusieurs réformes qu'on doit faire avant d'atteindre cette diversification. Tout à fait. Il faut faire, par exemple, tout à l'heure, je vous ai attendu échanger avec un administratif du développement rural qui était en train de se plaindre des terres de l'agriculture qui auraient été vendues par un individu, n'est-ce pas? Donc tout ça, et le dossier est en justice. Comment un beau matin, quelqu'un qui se dit puissant, il se lève et puis il va vendre les terres qui ont été déjà distribuées à l'usage de l'agriculture, soit élevage. Pourquoi? Mais parce que finalement, ce secteur n'est pas sécurisé. Il faut des réformes pour que tout le monde soit devant
la loi. Mais on le voit aujourd'hui au niveau des marchés à Kinshasa, les légumes ont connu une hausse de prix, même si on n'en parle pas beaucoup, mais la quantité ne suit pas. Mais déjà, les pays, nous avons un fléau qui frappe les pays, c'est l'insécurité alimentaire et nutritionnelle. Déjà, le pays est dans le viseur parce que par rapport au rapport des Nations Unies en 2020, si je ne me trompe pas, on nageait dans le 27 millions de personnes en insécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais on n'encourage pas la population à beaucoup produire pour pouvoir garantir la sécurité alimentaire. On ne crée pas des réformes. Je donne l'exemple de Chili. Je donne l'exemple de Sao Tomé, qui a un moment fait des lois pour que toutes les entreprises pollueuses là puissent donner des taxes qui vont être affectées seulement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Mais chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Je donne l'exemple de Sao Tomé. Aujourd'hui, ils sont dans l'ascendance de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle parce que ils ont fait des réformes. Au Chili, c'est la même chose. Mais chez nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous restons dans nos têtes seulement que nous avons des terres arables. De 80 millions d'hectares de terres arables. Mais qu'est-ce que nous en faisons? Mais si je vous dis, il n'y a que 10% de ces terres arables qui sont, 9% plutôt, qui sont exploitées. Mais alors que nous avons une population de plus de 100 millions de personnes. Avoir la production est de loin inférieure aux besoins. Nous devrions nourrir toute l'Afrique. Mais la volonté, la population a la volonté, mais c'est aux dirigeants de mettre des politiques publiques pour que la population ait le courage de produire, de transformer, d'exporter, pour diminuer aussi l'importation, ma chère mamie, n'est-ce pas? Donc moi je crois la diversification de l'économie nationale ne doit pas rester comme un slogan. Il faut que les dames et messieurs, au niveau du gouvernement et le Parlement surtout, parce que on n'est pas élu seulement pour aller gagner des émoluments. On est élu pour pouvoir créer des lois, légiférer, pour pouvoir légiférer, faire les contrôles de l'action gouvernementale. C'est ça les principales missions d'un parlementaire. Et je crois, si c'est un parlementaire qui produit une loi, je vous dis, c'est une loi à caractère national. C'est pour sécuriser la population parce que il émane de cette population et il connaît la réalité de la vie de cette population. C'est pourquoi j'encourage les parlementaires à faire des lois qui vont sécuriser la population et leurs biens. Votre proposition de loi sur l'agriculture en menait quoi comme innovation? Non, sur l'élevage. Sur l'élevage. Oui, je voudrais bien clarifier parce que beaucoup de gens font cet amalgame. Oui, en disant l'agriculture, pêche et élevage, ils sont tous dans le même secteur. Non, c'est 3 secteurs différents. Si vous regardez dans la Constitution, à son article, je crois 122 ou 123, si je ne m'abuse, excusez-moi, ce sont 3 domaines à légiférer. Il y a l'agriculture, il y a l'élevage et pêche. Mais vous allez-y comprendre, depuis toujours, tous ces 3 secteurs, à part l'agriculture, mais les 2 autres n'ont jamais été dotés d'une loi quelconque. Même donc, pas le secteur de la pêche. Même pas.
Même pas. Récemment, j'ai suivi par le voie des ondes qu'il y avait un député qui a aussi introduit une loi sur la pêche et aquaculture. Je l'encourage. Il faut que le Parlement travaille sur des pareilles lois. Vous savez, aujourd'hui, dans notre pays, nous avons le problème des Mbororo. Si vous allez à Nitouri, à Otuele, même à l'est de notre pays, la question des transhumances pose problème. Alors que j'avais introduit cette loi depuis 2020, ma chère mamie, depuis 2020, mais je me dis, c'est pourquoi au début de notre échange, j'avais dit, il faut que l'État, il faut que les dirigeants baissent leur cœur pour voir qu'est-ce qu'il faut pour la vie de notre population. Voilà. Mais comment on peut parler de cette revanche du sol sur le sous-sol si le secteur de la pêche n'a aucune loi qui l'organise? L'élevage, vous avez laissé la proposition de loi qui doit être dans l'examen, doit se poursuivre au niveau du Sénat, comme vous le dites. Ouais. La loi régissant l'agriculture qui doit être réformée. Et comment on peut s'attendre à cette revanche du sol sur le sous-sol sans toutes ces réformes législatives? Ma chère mamie, nous aimons bien dans ce pays, nous sommes forts en parole. J'aimerais que nous passions des paroles en actes. Parce que c'est le slogan aujourd'hui, réforme du sol sur le sous-sol. Diversification de l'économie. Mais avec tout ce que vous dites, on se rend compte que ce n'est pas aussi simple que ça. Justement, il faut que les gens se mettent au travail. Il faut que toutes les parties se mettent au travail, notamment le gouvernement, le Parlement. Et sans oublier aussi le partenaire, parce que ils sont là aussi pour nous. Ils sont là, je prends l'exemple de la FAO qui nous a toujours accompagnés dans l'agriculture. Ils ont de l'expertise et surtout contacter les gens qui ont aussi la capacité de matérialiser le projet, surtout en ce qui concerne la matière précieuse telle que l'agriculture dans notre pays. Si on voit bien la vision des chefs de l'État pendant sa campagne électorale. En tout cas, il parlait de faire de l'agriculture le moteur de l'économie. Priorité des priorités, n'est-ce pas? Et c'était vraiment une très belle vision. C'est une très belle vision. Maintenant, il faut qu'il y ait les gens pour matérialiser cette vision. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour finalement matérialiser cette vision du chef de l'État d'avoir cette revanche du sol sur le sous-sol? L'État doit mettre le moyen. C'est comme j'ai donné l'exemple de Chili, j'ai donné l'exemple de Sao Tomé, j'ai donné l'exemple de plusieurs pays que moi j'ai pu visiter pour le même problème de la sécurité alimentaire et nutritionnelle qui est la base de l'agriculture, n'est-ce pas? Donc, il faut que l'État mette d'abord le moyen et ensuite former aussi les gens. Le capital humain que notre pays regorge, il faut l'exploiter, former les gens et mener des campagnes de sensibilisation parce que ça doit être une gestion participative. La population et l'État doivent se mettre d'accord pour mener ces combats. Pour mener ces combats. Parce que si on laisse seule la charge à l'État, ça va pas aller. Il faut que la population participe. Il faut aussi faire des campagnes de sensibilisation. Et ensuite, il faut donner le moyen, comme j'ai dit au début là, il faut donner le moyen. Par exemple, nous avons des conseils agricoles dans presque toutes les provinces, que cela ne reste pas seulement dans des provinces qui sont à proximité de Kinshasa. Il faut aller dans le fin fond. C'est ça la RDC. Quand nous parlons de 2,345,000 kilomètres carrés, nous devons rendre l'État
comment on dit, nous devons donner la force à l'État sur toute l'étendue de la RDC. C'est ça, c'est ce qu'on appelle l'État existant. Voilà. Donc, il faut donner le moyen, il faut former les gens. Et il ne faudrait pas aussi organiser ceux qui sont déjà dans ce secteur en forme de coopérative, monter une banque agricole pour financer ceux qui veulent se lancer dans ce secteur, par exemple. Maman, pour on en arriver là, il faut d'abord les réformer. Nous avons vu dans ces pays quelqu'un qui amène des idées comme ça, 2 ans, 3 ans après, c'est le pillage. C'est la débandade. On a vu dans ces pays. C'est pourquoi l'État doit sécuriser toutes les parties, que ce soit l'investisseur, que ce soit les investisseurs nationaux ou internationaux. Il faut qu'il y ait des réformes pour que ces gens-là se sentent en sécurité dans notre pays. Avec ces constructions qui s'étendent, ces villes qui s'agrandissent, à Kinshasa, on a vu ce problème avec les espaces réservés aux maraîchers qui ont été en grande partie lotis avec la complicité des chefs coutumiers. Je crois que c'est le problème est le même à travers le pays. Plus d'une fois, dans nos éditions d'information, nous passons ces conflits fonciers entre villages qui se disputent des espaces à cultiver. Comment il faut régler ce problème également pour garantir le développement maximal de l'agriculture? Oui, maman, mamie, c'est ça. Excusez-moi pour la tautologie, parce que tout est basé sur les réformes. Vous savez, la plupart des conflits qui sévissent à l'est du pays, entre autres, les conflits entre l'éleveur et l'agriculteur. J'ai été invitée plusieurs fois dans des tables rondes là-bas lorsqu'ils avaient appris mon initiative de la loi sur l'élevage, n'est-ce pas? Si l'État, quand on appelle l'État, l'État c'est quoi? L'État, c'est les lois. Quand on a des lois en conformité de la réalité de notre pays, c'est là on dit il y a l'État là-bas. Mais lorsque on se lève un matin, quelqu'un vient et dit non, c'est étendu, c'était à moi, je vais vendre. Désormais, vous n'allez plus cultiver ici. Et comment on viendra résoudre un tel conflit si on ne se réfère pas à une loi quelconque? Raison pour laquelle j'interpelle. J'ai dit, il faut que chacun mette la main dans la pâte, c'est-à-dire le Parlement et les gouvernements. Il faut qu'il y ait des réformes. Cela va sécuriser tout le monde. Cela va sécuriser tout le monde. Quelque part, vous aviez parlé du secteur de tourisme. Oui. Comment le tourisme peut aussi contribuer à cette diversification de l'économie? On le voit dans d'autres pays. L'Égypte, par exemple, c'est un pays qui est beaucoup visité pour ses pyramides et je crois que ça produit des richesses pour le pays. Comment la RDC peut également renforcer ce côté-là pour que le tourisme produise également des richesses? On a l'impression que même le Congolais lui-même visite difficilement et rarement les sites touristiques de son pays. Et combien on paye même pour accéder à ces sites touristiques? Est-ce que même on a d'abord déjà tout inventorié et faire même la promotion de ces sites touristiques comme on le voit ailleurs? Maman, mamie, quand on parle du tourisme, il faut commencer d'abord par voir les portes d'entrée dans notre pays. Quand je parle de portes d'entrée dans notre pays, nous voyons l'aéroport, les aérodromes, nous voyons nos ports, nous voyons nos gares, n'est-ce pas? Mais dites-moi, comment on peut parler du tourisme si tous ces préalables ne sont pas rendus à l'échelle internationale? C'est impossible. C'est impossible. On ne peut pas parler du tourisme sans parler de l'aéroport. Raison pour laquelle il y a certains combats qui doivent être menés par plusieurs ministères à la fois. C'est-à-dire, quand le ministre du Tourisme, par exemple, il a un projet, il doit associer
son collègue, par exemple, du transport. Il doit associer, par exemple, son collègue de l'environnement, n'est-ce pas? Il doit associer Donc tout ça, il faut que nos dirigeants aient maintenant cette culture de travailler en synergie parce que au finish, pour un bien-être de notre pays, de nos populations, même de ceux qui viennent dans notre pays, il faut que tous ces ministères travaillent ensemble. Le tourisme, nous avons beaucoup de lieux touristiques. Le Kenya vit de son tourisme. Je peux donner même l'exemple, un simple exemple, l'ancienne résidence la résidence de l'ancien chef de l'État de notre pays, Mobutu Sese Seko. On pouvait en faire aussi un lieu touristique. Je vous dis, je suis allée aux États-Unis dans un État reculé comme Santa Fe. Les gens reconnaissent notre pays par le nom Mobutu. Et imaginez-vous, on en fait un site touristique et on fait des publicités. Les gens viendront visiter et il y aura l'argent dans les trésors publics. Mais si on ne travaille qu'à solo, l'autre dit, moi je suis ministre de l'UDPS. L'un dit, moi je suis le ministre de tel parti. Et tout ça ne profite pas au bien-être de notre pays. Moi je crois, en lisant déjà le programme de Madame la Première ministre, son Excellence Souminois, l'idée est bonne. J'ai vu que, en tout cas, Madame répond à la vision des chefs de l'État. Maintenant, il faut le matérialiser. C'est ça le nœud du problème. La matérialisation. Nous avons le ministère de l'Environnement. Chaque matin, midi, soir, j'entends parler des Congo Pays Solutions. Congo Pays Solutions. Mais le Congo doit donner des solutions qu'aux étrangers ou doit aussi donner des solutions aux Congolais. Mais je ne sais pas. Avec réserve de carbone. Tout à fait. Mais maintenant, c'est le problème. Il faut qu'on sente. Si aujourd'hui, 1 kilo de taxe carbone est vendu à $5. Moi, excusez-moi, je me dis, il faut que les gens travaillent en synergie. Il faut que les gens se mettent ensemble. Parce que le ministère, par exemple, du tourisme peut aider aussi le ministère de l'Environnement. Et quand ils sont ensemble, c'est là où vous allez voir le bonheur de ces pays, de ces beaux pays Congo que Dieu nous a donnés. Et ça veut dire les ITPR aussi ont un grand rôle à jouer parce que sans je ne sais même pas si ces ministères existent encore parce que je fais plus de 10 ans. Mais je vous dis, quand j'ai rentré à ma circonscription électorale, j'ai trouvé toujours le même problème. Lequel de problème? C'est le problème des routes. Comment on peut parler de tourisme sans route? Comment on peut parler du tourisme sans route? C'est pourquoi j'interpelle. J'ai dit, mais au moins, qui se mettent ensemble pour une cause commune, et qui se mettent ensemble, qui travaillent. Mais bon, c'est comme j'ai dit au début, je reste positive. Est-ce que le nouveau ministre du Tourisme ne doit pas, par exemple, essayer de faire un état de lieu avec ceux qui gèrent les sites touristiques de la RDC, essayer de voir combien ça nous rapporte chaque site touristique, les entrées, tout ça. Ils ne peuvent pas faire cet état de lieu-là. C'est son travail. Si on veut atteindre cette diversification de l'économie. Il faut qu'on mette le moyen. Il faut qu'on mette le moyen. Et le moyen doit venir aussi de notre pays. Et il faut maintenant matériel. Il faut beaucoup travailler pour finalement canaliser le moyen venant du pays pour pouvoir répondre à toutes ces exigences. Alors, avec une économie, comme on l'a dit, essentiellement tournée vers l'extérieur, quelles doivent être les priorités des ministères concernés par cette diversification de l'économie pour changer ou inverser la tendance?
Mais justement, j'ai dit le ministère, en fait, les secteurs agricoles est incontournable. Vous voyez, il y a 30 ans passés, notre pays exportait les caoutchoucs, les veillards, cette culture pérenne là, les coups de caoutchouc. Est-ce qu'aujourd'hui, nous continuons à exporter? Pourquoi nous n'exportons plus? Tout ça, il faut qu'il y ait un cahier des charges, n'est-ce pas? Bon, l'extraverti, l'économie extravertie, c'est nos colonisateurs qui nous ont laissé ça. Mais c'est à nous maintenant de tourner notre regard à tout ce qui est nos ressources naturelles que Dieu a données. Ailleurs, on nous appelle les scandales géologiques. On nous appelle comme ça. Nous avons tout. Il suffit seulement de faire les lits, comme j'ai dit, les réformes. Faire les lits, et les lits, pas de la manière politicienne, pas politique, mais politicienne. Chacun, il vient avec sa proposition de loi parce que non, il faut faire des lois nationales. N'est-ce pas? Que ce soit du côté du gouvernement qu'on appelle le projet de loi, que ce soit du côté du Parlement qu'on appelle les propositions de loi. Il faut que les gens arrangent les lits et ça va maintenant donner, comment on dit, ça va donner la force aux fils et filles du pays de pouvoir produire et ça va inciter même les étrangers qui aiment bien rester dans notre pays qu'ils reviennent parce qu'ils étaient déjà là avant 1960 et ils étaient partis. Maintenant, qu'ils reviennent pour continuer, pour travailler et faire de notre pays le paradis ou l'Allemagne d'Afrique. Merci beaucoup, Madame Annie. On nous fait signe qu'on a atteint les minutes nous accordées. Je rappelle que Madame Annie Mombunza est députée honoraire de la législature 2011, 2018 à 2023. Elle est également ancienne secrétaire générale du réseau de l'Alliance parlementaire pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans la CEAC, initiatrice de la proposition de loi sur l'élevage. Avec elle, nous avons parlé de la diversification de l'économie, quels sont les préalables qu'il faut remplir. On est arrivé à cette conclusion qu'il faut des réformes législatives avant d'atteindre cette diversification de l'économie voulue par le président de la République et d'atteindre cette revanche du sol sur le sous-sol. Merci à vous, madame, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à toute l'équipe qui nous a aidé dans la réalisation de cette émission. Miguel Mena, tout coordonné, Isabelle Moengo, Patrick Mongongo, Jacques Ndinga. Merci à vous. Également, fidèles auditrices et auditeurs, de nous avoir suivis. Nous n'oublions pas nos amis qui nous suivent sur la chaîne YouTube de Top Congo FM. Dieu voulant, nous allons nous retrouver pour un autre numéro dans une semaine, si Dieu nous garde. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Revanche du sol sur le sous-sol. Quels sont les préalables pour y parvenir? Quelles sont les réformes qui doivent être menées pour arriver à la diversification de l'économie congolaise? Débat au féminin. On parle ce samedi avec Madame Annie Mombunza Libokolo, députée nationale honoraire. Débat au féminin, c'est tous les samedis après le journal de 13h et dimanche en rediffusion après le journal de 19h.